Après son coup d'éclat lors du siège de Toulon, et surtout son sang-froid face à l'insurrection royaliste contre la Convention nationale du 13 Vendémiaire en 4, la cote de popularité de Bonaparte explose littéralement. Lui qui, quelques mois auparavant, errait sans solde, le jeune officier, que l'on surnomme désormais le général Vendémiaire, se retrouve propulsé quelques jours seulement après cette révolution royaliste, général de division, soit le 16 octobre 1795, avant d'être finalement nommé général en chef de l'armée de l'intérieur le 25 octobre. Il succède ainsi à Paul Barras, qui devient l'un des 5 membres du Directoire, le régime qui met fin à la Convention le 26 octobre 1795. Bonaparte fait ici une ascension extraordinaire et fulgurante, en devenant en quelques semaines seulement un personnage très important de la capitale. Un personnage qui attire désormais à lui nombre de personnes influentes qui gravitent autour du gouvernement, à commencer par une certaine Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, l'une des femmes les plus connues de la société parisienne de l'époque. Plus exactement, la veuve d'un général guillotiné avec qui elle a eu 2 enfants, mais que Napoléon va très vite appeler Joséphine, peut-être pour ne pas avoir à utiliser le même prénom que ses précédents amants, qui du reste sont très nombreux. Napoléon et Joséphine, pour ce dernier donc, se sont rencontrés dans les salons parisiens animés et débauchés durant le mois d'octobre 1795, alors que les ardeurs de la Révolution française se sont quelque peu apaisées et qu'une nouvelle aristocratie continue à faire plus ou moins les mêmes choses que l'ancienne. Elle a 6 ans de plus que lui, ce qui n'empêche nullement Bonaparte d'être complètement fasciné par elle. Avec l'aide de Paul Barras, et à l'époque l'un des nombreux amants de Joséphine, il l'épouse seulement 6 mois après, soit le 9 mars 1796, lors d'une cérémonie civile à l'Hôtel de Ville de Paris. À noter tout de même que le futur marié arrive avec près de 2 heures de retard, accompagné de son aide de camp, lequel, bien que trop jeune, va lui servir de témoin. Il faut dire que les futurs époux ne sont pas à une irrégularité près, puisqu'ils ont déjà menti sur leur âge, elle se rajeunissant, lui se vieillissant, et que l'adresse donnée par Napoléon est fausse. Joséphine et Napoléon se disent oui, au pas de course, avant d'apposer, ainsi que leurs témoins, leur signature sur l'acte. À noter qu'aucun dîner de mariage n'est prévu, juste une nuit de noces, plutôt mouvementée dirons-nous. On raconte en effet que le chien de Joséphine, un carlin nommé Fortuné, n'appréciant guère de voir ce nouveau venu, dans le lit de sa maîtresse, l'aurait fait savoir en mordant Bonaparte au mollet. Un mot tout de même sur la bague que ce dernier a offert à son épouse, une bague en émail noir, sur laquelle sont gravés ces 2 mots, « Au destin ». Un destin qui pour l'heure va le conduire en Italie puis en Égypte, des campagnes militaires qui vont accroître encore un peu plus sa popularité auprès de la population française. En cette année 1799, Bonaparte comprend qu'il peut enfin jouer un rôle de premier plan à Paris. C'est pourquoi, non sans cynisme, il abandonne son armée en Égypte et débarque en Provence le 8 octobre, alors même que le gouvernement du Directoire est livré aux intrigues et à la corruption et que les armées françaises subissent défaite sur défaite en Europe. Raison pour laquelle, à Paris, les vieux révolutionnaires guidés par l'ex-abbé Sieyès cherchent carrément un sabre afin d'effectuer un coup d'État et sauver ainsi les acquis de la Révolution. Alors que le propre frère de Napoléon, Lucien Bonaparte, est nommé président du Conseil des 500 au sein du Directoire, ce même Sieyès, élu directeur en mai 1799, porte finalement son choix sur Bonaparte. Bien qu'il se méfie du jeune général, Sieyès pense qu'il serait en effet l'homme idéal pour mener à bien le coup d'État et lui demande en conséquence son soutien. Napoléon saute aussitôt sur l'occasion. Cependant, ce que Sieyès ne sait pas, c'est que l'objectif de Napoléon est d'obtenir le pouvoir pour lui-même, et non pour un quelconque directeur. Pour le moment, l'heure est aux préparatifs, le plan sur le papier étant plutôt simple, puisqu'il consiste à persuader les directeurs de démissionner, puis à forcer le Conseil des Anciens et le Conseil des 500 à nommer une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution. Le coup d'État commence le matin du 18 Brumaire, ou 9 novembre 1799, lorsque Lucien Bonaparte convainc faussement les conseils que les Jacobins préparent un coup d'État et les persuade de se réfugier au château de Saint-Cloud. Napoléon est chargé quant à lui de leur sécurité et du commandement de toutes les troupes locales.
Peu après, Sieyès et Ducos, un autre directeur, démissionnent de leur poste, tandis que Barras est poussé à faire de même. Les deux directeurs restants, les jacobins Goyer et Moulin, sont arrêtés et contraints d'abandonner leur résistance. Le lendemain, les conseillers comprennent qu'ils sont confrontés à un coup d'État plutôt qu'à la protection d'une éventuelle rébellion et refusent dès lors de se soumettre. Napoléon fait alors irruption, escorté par des soldats, mais malgré cette impressionnante action militaire, le Conseil des 500 lui résiste et le contraint à battre en retraite, le déclarant même hors la loi peu après. Lucien Bonaparte intervient alors à son tour, informant les soldats chargés de la garde des conseils qu'un groupe de députés violents menace les 500 et leur ordonne de les expulser. Le conseil est ainsi dispersé, Lucien ayant sauvé son frère de l'échec. Conséquence, les anciens portent leur choix sur Napoléon, Sieyès et Ducos en tant que consul provisoire et nomment le corps législatif, mettant ainsi fin au directoire et au conseil. Pendant ce temps, dans les rues de Paris, la réaction populaire tant espérée par les opposants au coup d'État n'ayant pas lieu, la légitimité du nouveau gouvernement en place semble validée par le peuple, lassé de la corruption des anciens directeurs. Dans le même temps, les Jacobins qui résistent encore sont quant à eux exilés ou arrêtés. Un ancien gouvernement donc qui prend le nom de consulat, un régime autoritaire présidé en théorie par 3 consuls, mais en réalité dirigé par le premier consul Napoléon Bonaparte, qui deviendra même consul à vie en 1802. Un consulat qui va mettre en chantier nombre de nouvelles réformes, à commencer par la promulgation du Code civil des Français, appelé usuellement Code civil, voire Code Napoléon, ou encore Code napoléonien. Un texte qui regroupe les lois relatives au droit civil français et qui, bien que de nombreuses fois modifié depuis, reste aujourd'hui encore le fondement du droit civil français et plus largement de tout le droit français.